Je vous dis bonne arrivée à notre webinaire. Cette année, nous avons beaucoup d'événements, beaucoup de webinaires. C'est la semaine de campagne de l'ADI. Et dans ce webinaire avec notre partenaire Actionnel. Et aujourd'hui, on va parler de se faire rémunérer à sa juste valeur. Donc, brièvement, je vais vous présenter ce que c'est que l'ADI. Et ensuite, je vais laisser Actionnel échanger avec vous sur cette thématique. Déjà, pour commencer, avant que tout le monde se connecte, dites-moi d'où vous nous écrivez, où vous en êtes par rapport à votre projet et tout. De Lyon, de Mulhouse, de Toulouse, de la Corse, de Rennes. Il y a du monde. Ah ouais, de Bretagne. De La Rochelle, de Bordeaux. Il y en a pas mal qui sont en début de projet, c'est bien. Donc, pas de souci. Bon, brièvement, qu'est-ce que c'est que l'ADI? L'ADI, on est une association, dont le but est de pouvoir donner accès au crédit, au financement à toute personne qui n'a pas accès à un crédit classique. L'ADI se donne 3 missions principales: financer, accompagner et plaider. Et on a le public femme et un public cœur à l'ADI. Et dans ce cadre-là, on a pas mal de partenariats avec des acteurs clés de l'entrepreneuriat des femmes, dont Actionnel. Et du coup, aujourd'hui, je vais laisser la parole à Actionnel pour vous détailler un peu plus la thématique sur se faire rémunérer. Je laisse Merci beaucoup. Anne prendre la parole, de vous présenter Actionnel et détailler l'événement. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Anne et on est ensemble jusqu'à 11h30 pour vous présenter ce webinaire sur se faire rémunérer à sa juste valeur. Moi, je fais partie de l'association Actionnel. C'est une association, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, qui réunit des femmes chefs d'entreprise. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour vous présenter tout ça de Elisa. Bonjour Elisa. Hop là, c'est bon, ça fonctionne mieux quand c'est allumé. Bonjour tout le monde. Tu vas nous parler de ton parcours tout à l'heure et notamment de ta reconversion et de ta création d'entreprise. Et je suis également avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour Anne, bonjour à tous. Et dans le chat, vous pouvez retrouver Lise, qui est notre coordinatrice, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions au cours de cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra au fil de l'eau ou alors à la fin si on a un petit peu de temps. Donc, je vous disais, Actionnel, qu'est-ce que c'est? C'est le premier réseau de femmes chefs d'entreprise. Ça fait 30 ans qu'on existe. On a été créé en 1994. J'imagine qu'il y en a certains qui n'étaient même pas nés. On a été créé à Lyon. Nous, le siège est à Lyon. Nous sommes à Lyon, mais on intervient partout en France, notamment à Paris. D'ailleurs, Elisa, tu es à Paris, c'est bien ça? Hop là, moi je suis bien à Paris, effectivement, en plein cœur. Ok, donc Lyon, Paris, et on a également des Bordelaises avec nous en physique. Et puis après, sinon, on couvre toute la France avec nos accompagnements en digital. Depuis 30 ans, on a accompagné de plus de 15 000 femmes, dont 65% de chefs d'entreprise. Ça veut dire de personnes qui ont déjà immatriculé leur entreprise. Et nous, vraiment, l'idée, c'est de les accompagner depuis l'idée, depuis le parcours de création jusqu'à l'immatriculation et encore après. Du coup, Actionnel, comment ça fonctionne? On a vraiment 3 piliers.
Le premier pilier, c'est l'accompagnement. C'est développer ses compétences grâce à des formations, grâce à des entretiens. Parce que comme on dit souvent, en fait, quand on crée une entreprise, c'est qu'on est bon dans quelque chose, on a vraiment une expertise, mais ça ne fait pas forcément de nous une chef d'entreprise. Ce métier de chef d'entreprise, il va devoir s'apprendre, on va devoir avoir des notions de gestion, de pilotage, de financement, on le verra tout à l'heure, de commercial, on verra tout à l'heure aussi. Et donc tout ça, ça s'apprend. On va vous donner quelques clés aujourd'hui pour bien démarrer, mais c'est un accompagnement qui va devoir se poursuivre pendant toute votre vie de chef d'entreprise. Et donc c'est ça qu'on va faire avec nos entretiens et avec nos formations. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la communauté. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir échanger, partager, de se dire un peu où on en est, quelles sont nos questions. Comme je dis souvent, parmi toutes les adhérentes actionnelles, dès que vous vous posez une question sur la création d'entreprise ou sur la gestion d'entreprise, il y a forcément une adhérente qui a la réponse à votre question ou alors qui s'est déjà posé la question. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse échanger ensemble et se partager nos bonnes pratiques. On fait ça grâce à nos groupes WhatsApp. Sabrina est bien placée pour le savoir. Un groupe WhatsApp très réactif dès qu'on a une question, pas vrai? Et on a également des newsletters et des groupes sur LinkedIn pour pouvoir échanger et se motiver à avancer tout ensemble. Et enfin, dernier pilier, c'est le réseau. Il s'agit d'élargir son carnet d'adresses à travers des événements à la fois digitaux pour ceux qui sont éloignés des grandes villes et puis aussi des événements en physique à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Pour celles que je vois qui ont le début de projet ou projet tout juste démarré, si vous n'avez pas encore démarré votre projet ou si vous venez juste d'immatriculer et que vous êtes proche de Lyon ou proche de Paris ou proche de Bordeaux, n'hésitez pas à venir nous voir lors de nos soirées networking. En général, c'est ouvert à tous et à toutes. La prochaine à Lyon est le 11 juin et j'imagine qu'il y en a à Paris aussi assez prochainement. Donc, ça peut vous donner une idée de ce qu'on fait. Avant de laisser la parole à Elisa qui va nous raconter son parcours, je voulais justement vous dire qu'est-ce que ça veut dire le parcours création d'entreprise chez Actionnel. C'est une formation qui est vraiment complète et qui est là pour vous apprendre votre métier de chef d'entreprise, comme je disais tout à l'heure. On va prendre vraiment toutes les facettes de ce que fait une chef d'entreprise au quotidien pour vous essayer de vous donner dès le départ de bonnes bases pour démarrer. Donc, il y a la posture entrepreneuriale, il y a le business plan. On en parlera tout à l'heure et l'étude de marché avec Sabrina qui va nous rappeler à quel point c'est important pour avoir un projet solide. L'approche commerciale, la communication, le financement, le module juridique, tout ce qui est comment choisir son statut juridique, comment choisir ses statuts, comment pitcher son idée, comment remplir ses tableaux de prévisionnel financier et pas seulement pour faire plaisir aux banquiers, mais vraiment pour avoir un projet solide. Et puis également un module assurance avant de passer dans le jury. Tous ces modules-là, en fait, ils ont un but. Quand nous, on fait partie d'un réseau, comme l'a dit d'ailleurs, on fait partie d'un collectif de structures d'accompagnement qui s'appelle CapCréa, qui est porté par la BPI. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc, toutes ces structures-là sont là pour vous accompagner sur des aspects différents à différents moments de votre projet. On est complémentaires, en fait, avec l'ADI ou avec d'autres structures. L'ADI va vous apporter du financement et de l'aide au début de votre projet. Nous, on va prendre le relais par la suite. Et il y a tout un tas de structures qui sont là pour vous accompagner à différents moments en fonction de votre profil. Et tous ensemble, on fait des études pour savoir comment se porte l'entrepreneuriat et en particulier l'entrepreneuriat féminin en France. Et bonne nouvelle, il se porte très bien. On a énormément de création d'entreprises. On a de plus en plus de femmes qui décident de créer leur entreprise et ça, c'est chouette. Toutefois, quand on leur pose la question qu'est-ce qui leur fait le plus peur, ça va être l'inconnu, l'insécurité, le fait de ne pas pouvoir se rémunérer à sa juste valeur, justement, on en parle, le fait de ne pas savoir de quoi, combien d'argent on va gagner, si on va être rentable, etc., etc. Et en fait, comment chasser cette peur, comment faire tomber cette espèce d'angoisse qui tient les femmes créatrices d'entreprise, c'est en ayant un plan
solide, un prévisionnel financier solide, une étude de marché solide et en ayant tout planifié pour être sûr de pouvoir rentrer dans nos frais. Donc, pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le business plan, l'étude de marché, l'approche commerciale, le prévisionnel financier au cours de nos accompagnements? C'est parce que la plupart des créatrices d'entreprises qu'on rencontre nous disent, bah voilà, j'ai peur de ne pas pouvoir me rémunérer, j'ai peur de ne pas être rentable. Et c'est seulement en posant les chiffres dans des tableaux au propre qu'on va pouvoir se rassurer là-dessus. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la création d'entreprise. Quel est votre frein actuel que vous rencontrez sur le chemin de votre création, et puis on pourra voir comment on peut y répondre. Du coup, j'accueille Elisa. Elisa, tu as fait le parcours créa l'année dernière. Je crois que c'est dans le cadre d'une reconversion, parce qu'avant, tu étais salariée, c'est bien ça? Exactement. Avant, j'étais salariée et j'ai fait plus de 10 ans dans les RH, spécifiquement dans le recrutement. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a d'abord motivé à passer du côté entrepreneurial? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ton entreprise? Je pense qu'il y a eu des micro-étapes dans mon parcours. Je pense comme une grande partie d'entre nous, le Covid aussi est passé par là et a remis un petit peu de bazar dans ma vie pro et ma vie personnelle. Le vrai déclic, c'est que le salariat, pour moi, c'est très étriqué. Je suis quelqu'un qui suis hyper curieux, j'aime bien tester plein de choses, même qui sortent de ma fiche de poste. Dans le salariat, c'est pas possible. Et effectivement, l'entrepreneuriat me permet d'avoir cette multicasquette que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, quand tu as décidé de te reconvertir, tu as décidé de… Déjà, parle-nous de ce que c'est que Matchworker. Quelle est la structure que tu as créée et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients? Matchworker, justement, est issu de mon parcours de reconversion. Donc, moi, j'ai été un peu déçue par les systèmes classiques qui peuvent exister, parce que je trouvais que ça manquait de concret, ça manquait d'accompagnement réel, et surtout, il n'y avait rien qui m'aidait à passer à l'action, en fait. Donc, j'ai décidé de créer Matchworker. C'est un accompagnement de reconversion professionnelle que je veux concret, que je veux sans langue de bois, malgré mon jargon RH, qui est pensé pour des personnes en épuisement et en rupture professionnelle. Donc ça, c'est Matchworker. J'ai vu passer quelques messages tout à l'heure dans le chat sur effectivement l'épuisement, le burn-out, la volonté de reconversion après un burn-out. Donc ça, c'est un sujet que tu connais très bien. Et donc, malgré ton expérience salariée, malgré ton expérience dans les RH, malgré ton expertise dans ton domaine, tu as décidé de te faire accompagner pour créer ton entreprise, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est expert dans son domaine qu'on sait forcément être une chef d'entreprise. Complètement. Et puis même si on est entrepreneur, voire solopreneur, donc c'est-à-dire qu'on est le seul, la seule personne dans son entreprise, le fait d'être entouré, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de rejoindre donc un collectif particulièrement Actionnel, que je connaissais déjà un petit peu avant. Ça m'a aidé dans mon choix, parce que au-delà effectivement du besoin d'être accompagné, parce qu'il y a en fait, l'entrepreneuriat, parfois, on a tendance un peu à le rendre idéal. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est super, je suis mon propre patron, je vais faire ce que je veux. Sauf que, en fait, on a des obligations légales, on a des obligations contractuelles. Il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne l'a pas appris dans notre salariat. Et l'accompagnement est fait pour ça. Et je parlais de réseau aussi tout à l'heure. Ça aide aussi de partager avec des personnes qui vivent les mêmes choses que soi. Alors, dans les faits, le parcours créa que tu as fait à partir d'avril 2024, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Combien de temps ça dure? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi, je l'ai intégré effectivement en avril. J'ai soutenu début du mois d'octobre. Donc, il a été un petit peu long, entre guillemets, parce qu'en fait, tout le mois d'août, on a été off, forcément. Moi, ça m'a apporté déjà, j'avais besoin de structure. J'avais une idée de projet, mais rien de posé. C'était dans ma tête. Le parcours créa m'a aidé à formaliser mon idée, à la structurer, à ce qu'elle puisse prendre forme, mais aussi à la challenger. Parce que chaque module, on échange, on est en petits groupes. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet à l'intervenant, parce que oui, il y a des hommes qui sont des intervenants,
on a la place pour parler de notre projet et ils ont la place aussi de nous challenger, dans le bon sens du terme, bien évidemment, sur notre projet. Et donc, à la fin, l'objectif final du parcours créa, c'est qu'on ait un business plan. Le business plan, ça permet d'obtenir, enfin en tout cas d'avoir un dossier solide pour obtenir des financements auprès des banques, mais pas que. Mais aussi, ce qui a été mon cas, parce que je n'ai pas nécessairement demandé de financement tout de suite, ça a été d'avoir une connaissance hyper pointue sur mon milieu, que ce soit en termes de concurrents, en termes de quelles offres je vais mettre derrière, mais aussi en termes de rentabilité. On parlait d'inquiétude à se faire rémunérer. Moi, ça a été mon cas. Et surtout, est-ce que mon projet va fonctionner? Et le parcours créa m'a permis de dire, OK, non seulement ça peut fonctionner, mais en plus, financièrement, si je suis bien mon business model, je peux également le rentabiliser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de poser des chiffres, d'avoir l'esprit plus clair là-dessus, ça enlève de la charge mentale et ça se dit, bah voilà, c'est possible si je fais les choses comme il faut. Si vous avez des questions concernant le parcours d'Elisa ou le parcours créa, n'hésitez pas à continuer de les poser dans le chat. Il y a Lise qui est là également pour vous répondre. Ça parle beaucoup de financement. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Actionnel, on n'est pas un organisme de financement à proprement parler, contrairement à l'ADI. Mais toutefois, quand vous cherchez du financement, que ça soit auprès d'organismes comme l'ADI ou auprès des banques, il vous faudra un prévisionnel, une étude des marchés, un business plan, quelque chose de solide. Et donc, nous, on vous accompagne à construire ce dossier solide pour ensuite aller voir les banques, mais c'est pas directement Actionnel qui va vous donner des sous. Elisa, dans le parcours créa, est-ce qu'il y a des choses qui vraiment où tu t'es dit, bah voilà, j'imaginais pas du tout ça comme ça, où tu as vraiment découvert des trucs, ou alors au contraire, est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient très peur et finalement, une fois que tu l'as vu en formation, tu dis, bah non, finalement, ça le fait. Alors, le parcours créa, il y a il y a plein de modules, mais en définitive, il y a 2 grandes parties. Toute la première partie, elle est consacrée à la construction de son étude de marché et la seconde sur la partie financière. Sur la partie étude de marché, j'avais tendance à me dire easy peasy, parce que du coup, le recrutement, il y a aussi un côté commercial, un côté j'ai besoin de connaître mon marché pour prospecter efficacement. En fait, c'est pas du tout la même posture quand on est entrepreneuriat. On va pas chercher les mêmes infos. J'ai appris qu'il existe énormément de ressources grâce au parcours créa et grâce à Actionnel qui m'ont permis de construire mon business plan, surtout sur la partie études de marché. Là où j'avais très peur, c'était sur la seconde partie, parce que je suis littéraire de formation, donc moi et les chiffres, c'est vraiment pas ça. Donc j'avais vraiment peur sur est-ce que je vais comprendre, parce que c'est vraiment une logique. On voit un peu de comptabilité, mine de rien, et je me dis, est-ce que je vais vraiment réussir à comprendre, à construire le business plan de Matchworker sans l'aide d'un expert comptable. Alors bien évidemment, l'une des intervenantes est expert comptable, mais moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas la nécessité d'en avoir un et je me suis dit, est-ce que je vais réussir à le faire? Et effectivement, ça m'a aidé à déjà verbaliser et comprendre un peu plus facilement que si j'avais appris par moi-même cette partie-là et être un peu plus rassurée aussi sur comment est-ce que je pourrais par la suite challenger aussi ma propre rentabilité financière. Et c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que souvent, l'erreur qu'on rencontre quand on rencontre des porteuses de projets ou des jeunes chefs d'entreprise, c'est de se dire, bah voilà, le business plan ou le prévisionnel, je vais laisser mon comptable le faire ou je vais contacter quelqu'un pour le faire, même quand on n'est pas en auto-entreprise et qu'on est obligé d'avoir un comptable. Moi, j'ai vu des gens qui disaient, bah voilà, je vais demander à mon comptable de faire mon prévisionnel financier. Mais le comptable, il n'est pas là pour ça. En fait, il est hyper important, même si, comme tu le dis, tu es une littéraire, même si on n'est pas super copain avec les chiffres, c'est super important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le prévisionnel et de mettre réellement les mains dans le cambouis, parce que c'est comme ça qu'on s'empare de son business et c'est comme ça qu'on s'empare du pilotage stratégique et financier de son entreprise. Il y a autre chose d'important que tu as dit, c'est en termes d'intervenants. Chez Actionnel, on n'est pas à l'école, c'est pas des formateurs qui font le parcours, c'est réellement des femmes
et des hommes, tu l'as dit, qui sont chefs d'entreprise et qui sont experts dans leur domaine. Donc, c'est une expert comptable qui s'occupe de la partie financière. C'est une avocate qui s'occupe de la partie sur les statuts juridiques. Et on est tous là pour partager notre expertise et partager notre bonne pratique. Sabrina nous le dira tout à l'heure parce qu'elle intervient également sur le module études de marché et c'est vraiment son boulot à la base. Donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer sur son projet. Je vois dans le chat Céliane qui nous dit « Mon gros frein, c'est de ne pas trouver de clients et de ne pas pouvoir me rémunérer et avoir trop de charges à payer. » Ça tombe très bien parce que justement, la prospection commerciale, on en parlera tout à l'heure. Et Elisa, je te demanderai également de nous expliquer tout à l'heure en deuxième partie comment est-ce que toi aussi, tu trouves des clients. En termes de démarrage d'activité, donc tu me dis que tu es passé devant le jury depuis le mois de novembre, donc maintenant tu as immatriculé. Comment se passe ton début d'activité? Est-ce que ça correspond à ce que tu t'attendais? Je me suis immatriculée fin du mois de janvier, donc c'est encore assez récent pour que ce soit frais dans ma tête. Félicitations. Merci. Alors, on dit souvent que c'est quand on démissionne, quand on se lance dans sa reconversion ou dans son projet de création d'entreprise qui est le plus flippant. Moi, je pense que c'est quand on fait le grand saut, c'est-à-dire que quand on va s'immatriculer parce qu'on se dit que ça y est, je ne peux plus me cacher derrière mon projet, derrière le côté un peu idéologique, c'est je me lance. Le réseau, c'est ça qui est sympa, c'est que en fait, ça m'a permis de partager aussi beaucoup avec d'autres entrepreneurs vivant la même chose que moi. Aujourd'hui, ça se passe bien parce que, grâce au parcours créa, j'ai pu commencer à développer une stratégie aussi, que ce soit en termes d'acquisition de clients ou que ce soit en termes de stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Je sais où je vais. Alors moi, je suis dans un naturel stressé, donc de toutes les manières, il y a toujours une part de stress, bien évidemment, c'est son projet, mais disons, je sais où je vais. Donc, je ne dis pas que j'ai 300 clients aujourd'hui et que je suis multimillionnaire, mais comparé à d'autres structures qui ne se font pas accompagner, je sais quels sont les jalons que je peux mettre en place au fur et à mesure pour atteindre mes objectifs. Eh bien, écoute, super. Merci beaucoup pour ton témoignage. N'hésite pas à intervenir tout au long de la conférence. On va parler études de marché, on va parler rentabilité, on va parler prospection commerciale. Et vu que c'est tout frais dans ta tête, je suis sûre que tu as beaucoup de bonnes pratiques à partager là-dessus. Je vais prendre quelques petites questions. Et puis, de toute façon, il y a Lise qui est toujours là pour vous répondre dans le chat. Il y a quelqu'un qui nous demande que pensez-vous des logiciels gratuits comme Conto, Shine, qui proposent des modèles de business plan. Alors effectivement, des modèles de business plan, vous pouvez en trouver des gratuits absolument partout. C'est pas le modèle qui compte, c'est ce que vous allez mettre dedans. Et ce que vous allez mettre dedans, c'est vous qui allez pouvoir le savoir et c'est en vous faisant accompagner que vous allez pouvoir le construire de manière cohérente pour être sûr d'être dans les clous. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de structures qui proposent des modèles gratuits. Il y a Christina qui nous demande est-ce que 4 mois de parcours créa, c'est suffisant pour avoir toutes les clés? Elisa, tu me confirmes que ça va assez vite, d'autant qu'entre les modules, on a beaucoup de travail personnel pour avancer sur son projet. C'est pour ça qu'on vous demande d'être quand même relativement avancé sur votre idée avant de commencer le parcours créa, parce que ça peut être, c'est quand même relativement prenant. Qu'est-ce que tu en penses, Elisa? C'est effectivement assez prenant. Alors, ça se fait en format je suis demandeuse d'emploi où je travaille, parce que moi, dans mon groupe, il y avait les deux populations. Donc, ça demande de l'organisation, bien évidemment, parce qu'il y a du travail à faire en dehors de ces modules-là. Moi, je trouve que ça met énormément le pied à l'étrier. Et de toutes les façons, si on a envie d'aller plus loin sur certains sujets, je crois qu'on parlait de prospection commerciale notamment, il y a des modules aussi compléments, il y a des formations complémentaires qui existent chez Actionnel. Donc pour moi, oui, ça donne énormément de clés. Maintenant, rien ne vaut que le terrain. Enfin, c'est une fois qu'on est sur le terrain qu'on peut challenger, en tout cas, ce qu'on a pu apprendre. Alors, on va clôturer
ici aujourd'hui sur le parcours créa. Effectivement, comme Lise l'a mis dans le chat, si vous avez des questions sur le parcours créa spécifiquement, vous pouvez toujours contacter Actionnel à l'adresse formation@actionnel.fr. Vous pouvez toujours nous contacter en privé pour nous poser plus de questions. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des clés de la rémunération. Et la première clé qu'on a décidé de vous partager aujourd'hui, donc cette webconférence, c'est vraiment du contenu qu'on a décidé de partager avec vous pour vous donner un petit peu un exemple de ce qu'on fait au quotidien chez Actionnel. Il nous reste 1 heure ensemble, donc on va survoler, mais l'idée, c'est vraiment, si vous êtes en création d'entreprise, prenez des notes, captez des idées, venez nous questionner par la suite, venez nous reposer des questions, venez échanger avec nous. L'idée, c'est d'ouvrir des portes, d'allumer des lumières et après, vous aurez l'occasion de creuser par la suite. Donc, la première clé de la rentabilité, c'est la proposition de valeur et c'est Sabrina qui va nous en parler. Bonjour Sabrina. Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors, je vais quand même une toute petite présentation. Donc moi, j'accompagne des dirigeants et des entrepreneurs dans la structuration et le développement de leur activité. Comme l'a dit Anne, parmi mon champ d'action, donc il y a effectivement l'accompagnement à l'étude de marché, puisque je réalise des études pour certains de mes clients. Et l'idée aujourd'hui, donc de partir sur la proposition de valeur, il faut vous dire que c'est le cœur de votre entreprise. Pour imager ça, imaginez que vous construisez une maison. Quand on construit une maison, on ne commence pas par la décoration, on ne commence pas par poser ses meubles, on commence par poser les fondations. D'abord par dessiner un plan architectural de votre maison, qui peut s'apparenter au business plan, et ensuite on va poser les fondations, les murs porteurs, et on va imbriquer pièce par pièce. La proposition de valeur, c'est un petit peu ça, c'est votre maison, mais avant ça, il y a plusieurs étapes pour bien la construire, pour qu'elle soit solide, qu'elle puisse résister aux turbulences, à différents événements de sa vie. La première étape, c'est effectivement l'étude de marché. L'étude de marché, elle va venir confirmer votre idée, parce que, comme c'est indiqué un petit peu plus bas dans la slide, votre idée, c'est votre terrain, c'est votre cible potentielle, vos futurs clients, vos prospects qui vont la valider et pas uniquement votre intuition. On peut avoir la meilleure idée. Si derrière, personne n'est prêt à l'acheter, ça ne restera qu'une idée. Donc ça, c'est une étape fondamentale et très, très importante dans la création et le développement de votre activité. L'étude de marché, son fondement, c'est de comprendre l'écosystème dans lequel votre entreprise va évoluer. Si vous êtes dans le champ du médico-social, par exemple, il faut comprendre le secteur d'activité, les contraintes réglementaires, etc., de ce secteur d'activité, pour pouvoir derrière sécuriser votre activité, faire les meilleurs choix en termes de positionnement, etc. Un des piliers de l'étude de marché, c'est ce qu'on appelle l'analyse PESTEL, P-E-S-T-E-L. C'est un acronyme pour politique, économique, sociétal ou socioculturel, technologique, environnemental et légal. L'analyse PESTEL, elle va vous permettre d'analyser chacun de ces points dans votre écosystème pour pouvoir sécuriser votre activité. Quelles sont les contraintes réglementaires auxquelles je vais devoir faire face, ou les contraintes environnementales. A contrario, peut-être y a-t-il des subventions auxquelles je peux prétendre dans mon secteur d'activité pour le produit ou l'offre que je veux proposer. D'un point de vue technologique, comment aujourd'hui les acteurs de mon marché fonctionnent, quels outils ils utilisent pour vendre, pour proposer, pour l'expérience client, etc. Donc l'analyse PESTEL, c'est vraiment une veille que vous allez faire, une veille documentaire, une veille de données, une veille qualitative, une veille quantitative que vous allez faire pour pouvoir maîtriser parfaitement votre écosystème. Dans l'étude de marché, on va bien évidemment analyser sa cible, puisqu'in fine, c'est quand même à elle que vous souhaitez vendre des produits ou des services, et c'est elle
que vous devez convaincre. Ça, c'est quelque chose que je rappelle souvent, alors soit à mes clients, soit aux porteurs de projets, aux porteuses de projets que je peux rencontrer. Nous ne sommes pas nos propres clients. Et aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, ce n'est pas parce que, je vous donne un exemple, vous ne seriez pas prêt à acheter tel produit à tel prix, que votre potentiel cible ne l'est pas. Ça, c'est important de l'avoir en tête, que vous n'êtes pas votre propre client. Ceux que vous devez vous convaincre, c'est ceux à qui vous adressez votre service ou vos produits. Et pour ça, donc, il y a ce qu'on appelle une enquête persona qu'on va réaliser, qui va permettre d'aller chercher, à travers, en règle générale, un questionnaire ou des interviews directes de ces futurs prospects, une étude qualitative sur quelle est la douleur ou le besoin que ressent ma cible, quelles sont les difficultés à laquelle elle fait face, qu'est-ce qu'elle souhaite satisfaire, quel est son comportement d'achat quand elle veut répondre à ce besoin que moi je souhaite adresser. Où est-ce qu'elle va chercher des solutions? Est-ce qu'elle va sur le web? Est-ce qu'elle passe par des recommandations? Donc tout ça, l'étude qualitative, elle va permettre de comprendre le fonctionnement et le comportement d'achat de ces futurs prospects. Et l'étude quantitative, elle va vous permettre de mesurer le potentiel de votre marché. Combien est-ce qu'il y a de personnes ou de publics prêts à acheter pour ce que j'ai à proposer? Où est-ce qu'ils se trouvent? Quel est le budget qu'ils sont prêts à investir, etc. Ça aussi, c'est un des piliers de l'étude de marché et c'est même le pilier, vous le verrez par la suite, quand vous vous serez lancé en activité, c'est ce qui va vous permettre de définir des bonnes stratégies commerciales, des stratégies aussi marketing adaptées parce que vous comprendrez parfaitement votre cible et que vous utiliserez les bons mots, les bons canaux pour l'atteindre. Vous lui parlerez, elle se reconnaîtra dans votre discours, dans vos langages, et ça favorisera plus rapidement la compréhension de votre offre et ça lui permettra de mieux se positionner. Et ce qu'on va surtout aussi aller comprendre à travers l'étude de marché, c'est quels sont aujourd'hui nos concurrents. Alors, il y a des secteurs d'activité où on ne va pas forcément parler de concurrents, parfois on va parler plutôt de confrères, voire même il y a des concurrents avec qui des partenariats peuvent se nouer, c'est possible. Mais l'objectif, c'est d'aller voir comment se positionnent les autres entreprises de votre secteur. L'idée, c'est pas d'aller plagier, ou excusez-moi du terme, stalker, mais c'est vraiment d'aller comprendre les acteurs qui sont là et qui y sont peut-être depuis des années et qui ont une proposition qui fonctionne, qui marche, qui trouve écho. Comment est-ce qu'ils sont positionnés? Quelle est leur force? Peut-être quelles sont leurs faiblesses? Quels sont les tarifs qu'ils pratiquent? Comment est formalisée leur offre ou comment est packagé leur produit? Tout ça, ça va vous donner aussi, vous, des clés à la fois pour comprendre votre marché et comprendre comment vos prospects ou vos futurs prospects ou votre future cible aujourd'hui contente son besoin, mais ça va vous permettre aussi de voir vis-à-vis de tous ces concurrents comment vous pouvez vous différencier. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent chez les porteurs de projets ou les jeunes, entre guillemets, chefs d'entreprise, c'est oui, mais il y a des dizaines, des centaines d'autres entreprises qui proposent ce que je propose. J'ai rien de particulier ou j'ai rien de différent. Vous avez forcément une différenciation. Vous avez forcément quelque chose qui va vous permettre de vous différencier. Ça peut être dans le produit ou l'offre en elle-même, mais ça peut être aussi dans la façon dont vous allez appliquer, partager vos méthodes ou vos produits, donc dans votre approche. Ça peut être à travers les canaux de communication que vous allez utiliser. Ça peut être par rapport à des valeurs que vous allez porter. Ça peut être aussi, si aujourd'hui tous vos concurrents ont une cible en particulier, vous allez arriver avec la même offre qu'eux, mais vous allez peut-être l'adresser à une nouvelle cible. Donc, cette étude concurrentielle, elle vous permet de prendre un peu la température de ce qui se fait déjà, mais elle vous permettra surtout, derrière, de vous différencier et trouver le meilleur positionnement sur votre marché.
Je me permets d'intervenir, Sabrina, parce qu'on a une question de Sarah, enfin un commentaire de Sarah dans le chat qui nous dit « Je ne peux pas faire d'études traditionnelles car cette activité n'existe quasiment pas en France ». Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent parce que l'étude de marché, ça fait un petit peu peur et en général, on trouve beaucoup d'excuses pour ne pas la faire. Je sais, je suis passée par là, donc oui, c'est une nouvelle activité, j'ai pas de point de comparatif, mais en fait, c'est pas l'activité qu'on va étudier, c'est vraiment le besoin, c'est bien ça ? Le besoin, l'écosystème, c'est vraiment ce qui est dans la slide, c'est vraiment l'écosystème, tous les acteurs qui sont sur ce marché. Ça peut être les financeurs, les personnes qui vont vous recommander, c'est effectivement les personnes qui vont acheter, c'est les concurrents, c'est ceux qui vont pouvoir communiquer pour vous, etc. Donc, c'est vraiment l'écosystème. Ensuite, effectivement, il y a comprendre le besoin à travers l'étude de sa cible. Et ensuite, il y a la concurrence. Et il existe aujourd'hui très, très, très peu de produits ou de services qui ne sont pas déjà proposés. Ils peuvent être proposés sous différentes formes, avec une approche différente, etc. Mais il y a très peu de produits, sauf si vraiment, Sarah, pour le coup, si c'est bien son prénom, c'est ça, Bien Sarah? ça, oui, tout à fait. Sauf si elle a voilà, un produit ou un service qui est complètement novateur. Et pour autant, même si Sarah a un produit ou un service qui n'existe pas encore en France, elle va adresser un besoin qui, lui, existe déjà. Il est déjà présent. Si elle a envie de se lancer sur ce produit ou ce service, c'est que probablement elle a constaté qu'il y avait un manque. Du coup, où est-ce qu'il y a un manque? Il y a bien un marché qui existe où il y a ce manque qu'elle a identifié. Et c'est ce marché-là qui est à analyser. On enchaîne sur la proposition de valeur. Donc concrètement, une bonne proposition de valeur, elle repose sur une étude de marché qu'on a réalisée, qui est qualitative et qui nous a donné déjà beaucoup de clés pour bien pouvoir la construire. Et il y a 3 critères principaux. Le premier, c'est effectivement qu'elle soit très claire sur les bénéfices qu'elle apporte, sur l'objectif qu'elle permet d'atteindre ou sur le besoin qu'elle satisfait. Mais là-dessus, elle doit être en termes de formulation, en termes de packaging, en termes de constitution, de construction, elle doit être très claire. C'est-à-dire que quand vous présentez votre offre, on ne doit pas avoir forcément les aspects techniques, on doit comprendre ce qu'elle nous permet de faire, ce qu'elle nous permet d'atteindre. Ensuite, on l'a vu précédemment, c'est qu'elle soit différenciante. Vous arrivez sur un marché, c'est ce que je vous disais aussi juste avant, il y a très peu de marchés qui ne sont pas concurrentiels. Ils peuvent être plus ou moins fortement concurrentiels. En règle générale, vous avez forcément déjà des concurrents là où vous allez vous installer, en physique ou de manière globale sur un marché. C'est de trouver le truc en plus de votre offre. La différenciation qui va permettre de dire, ok, on avait déjà testé ça, mais peut-être que ça vaut le coup d'aller ici ou de tester cette nouvelle approche ou de tester ce nouveau produit. Donc, elle doit être différente. Et bien évidemment, elle doit être ciblée. Quand je dis ciblée, parce qu'on entend beaucoup de choses aussi, et peut-être que parmi les participants, c'est quelque chose qu'ils ont déjà entendu, il faut absolument vous nicher. Il faut choisir une niche très spécifique, avec un persona très spécifique, pour pouvoir vous assurer de vendre votre produit ou votre offre. Alors, sur certains secteurs d'activité ou certains marchés, ça peut être pertinent d'aller vraiment choisir un persona spécifique avec un besoin spécifique pour positionner votre produit ou votre offre. Mais l'idée, c'est pas forcément d'aller restreindre son potentiel et ses opportunités, mais c'est déjà de savoir à qui vous souhaitez vous adresser. Pour vous donner un exemple, moi, je m'adresse aux chefs d'entreprise de manière globale, mais principalement ceux qui sont dans le métier du conseil, du service, de la formation, en prestataire de services. Donc, c'est un peu plus ciblé, mais c'est pas forcément niché. Et ça, pour que votre offre ou votre produit, vos services trouvent écho quelque part, ils doivent quand même être à minima ciblés. Vous devez savoir précisément quand même à qui vous vous adressez, à qui vous souhaitez parler.
Et cette proposition de valeur-là, elle doit vous permettre en une seule phrase, c'est la phrase qui est écrite en rouge dans la slide, elle doit vous permettre de formuler votre proposition de valeur en une phrase qui est « j'aide » ou « j'accompagne » telle cible, donc tel public, à, et là c'est l'objectif concret de votre proposition de valeur, à atteindre quelque chose, à résoudre tel problème, à alléger telle difficulté, grâce à, et là on est sur le cœur de votre proposition de valeur, grâce à une méthode, grâce à une approche, grâce à un produit innovant, etc. Si votre proposition de valeur est bien construite, vous devez pouvoir la synthétiser sur cette simple phrase. Ensuite, donc, comment est-ce qu'on va venir construire cette proposition de valeur? Alors, ça va vous demander effectivement un travail personnel, parfois un travail d'introspection aussi sur vos valeurs à vous en tant que chef d'entreprise, la mission qui vous anime quand vous avez créé votre entreprise. Et Elisa l'a très bien dit au départ, elle a créé son entreprise avec une mission basée sur son parcours professionnel, sur des choses qu'elle avait vécues et pour lesquelles elle voulait apporter des solutions qui soient différentes. Donc ça, quand on construit sa proposition de valeur, on va faire ce petit travail d'introspection. On va d'abord aller creuser exactement au niveau de sa cible, donc définir précisément qui est-ce qu'on souhaite aider. On va aller, et ça, l'étude de marché nous aura grandement aidé là-dessus, on va aller clairement identifier ses problèmes, ses besoins, ses objectifs à travers ses propres mots et ses propres éléments de langage. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il faut que votre cible se retrouve dans ce que vous allez partager, dans ce que vous allez communiquer à travers votre activité. Et ça, l'étude de marché, à travers le questionnaire et les termes que vous aurez recueillis, ça va grandement vous aider. Et ensuite, donc sur la proposition de valeur, c'est ce que vous proposez concrètement, votre solution, vos produits et votre différenciation. Et en parlant donc de différenciation, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les porteurs de projets, mais aussi parfois chez des chefs d'entreprise qui sont déjà lancés. C'est tout existe déjà, tout est déjà fait, je ne sais pas comment me différencier. Ou alors, à l'inverse, on cherche forcément à aller chercher quelque chose d'unique, quelque chose de trop compliqué, pour pouvoir apporter quelque chose de très différent. On cherche à réinventer la roue. Et en fait, non, n'allez surtout pas vous épuiser dans ce jeu-là, d'aller chercher quelque chose qui forcément n'existe pas encore. Se différencier, ce n'est pas forcément tout réinventer. Se différencier, c'est potentiellement proposer exactement la même chose que vos concurrents, mais avec une posture qui va être différente, avec une approche qui va vous appartenir, que personne ne pourra copier, peut-être parce qu'elle sera basée sur votre parcours professionnel, qui est le vôtre, sur votre parcours de vie, qui est le vôtre, sur des difficultés ou quelque chose que vous-même avez rencontré, sur on va dire une invention, une innovation que vous-même avez apportée. Donc, il n'y a pas forcément besoin de réinventer ce que vous allez proposer. Votre différenciation, elle peut tout à fait se faire dans votre posture, dans votre approche et dans la vision que vous allez porter au niveau de votre entreprise en tant que chef d'entreprise. Et pour schématiser un peu ça ou vulgariser un peu ça, quand vous allez parler de ce que vous proposez, si vraiment vous avez réussi à vous différencier, on vous dira oh, mais c'est exactement ça qu'il me faut, mais c'est exactement ça que je cherchais. Ça ne voudra pas dire que ça n'existait pas par ailleurs, ça voudra juste dire que vous avez visé juste par rapport à votre cible. Merci beaucoup, Sabrina, c'était très clair. Je vois dans le chat pas mal de personnes qui sont en recherche de modèles de propositions de valeur, de modèles de persona, de modèles de trucs comme ça. On le répète, je dis pas les modèles, ça sert à rien, mais un petit peu quand même, ça sert à rien. Ce qui est important, c'est ce que vous mettez à l'intérieur. Et chez Actionnel, on a une personne qui intervient régulièrement et qui dit les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites.
Et ce qui est important, tu parlais d'introspection tout à l'heure, Sabrina, et je pense que c'est vraiment la partie la plus importante de ce travail-là, d'étude de marché et de proposition de valeur, de trouver sa proposition de valeur. C'est vraiment aller chercher en soi pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui va nous différencier. C'est bien ça? J'ai tout compris? Absolument, c'est exactement ça. On enchaîne sur On enchaîne sur la structuration. La structuration, c'est comment est-ce que vous allez vous organiser. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aborde dans nos parcours d'accompagnement chez Actionnel, mais aussi à l'ADI, mais aussi dans n'importe quelle structure qui est capable de vous accompagner, structure reconnue et sérieuse, j'entends, qui est capable de vous accompagner dans votre création d'entreprise. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, je le répète, il y a énormément de structures reconnues qui sont là pour vous accompagner. Même en Afrique, je vois passer une question dans le chat. Oui, même en Afrique, nous, on a des projets en distanciel. Donc, du coup, on a des gens qui sont à l'étranger. Et on fonctionne tous à peu près de la même façon. Il faut juste trouver chaussure à son pied et l'accompagnement qui correspond au bon moment de votre développement et à votre bon profil. Donc, nous, chez Actionnel, on s'adresse aux femmes qui sont porteuses de projets et qui sont jeunes chefs d'entreprise. Je voyais un monsieur tout à l'heure dans le chat qui disait bah non, le webinaire est trompeur, ça s'adresse qu'aux femmes. Non, les conseils qu'on donne s'adressent à tout le monde. C'est simplement que chez Actionnel, on accompagne des femmes. Mais en tout cas, une étude de marché, que vous soyez une femme ou un homme, ça se construit et ça se fabrique de la même façon. Donc, du coup, tous ces conseils-là, on vous les donne dans notre accompagnement. Et aujourd'hui, on est là pour balayer un petit peu les bons conseils et les bonnes pratiques. Mais bien sûr que ça ne va pas suffire et qu'il va falloir aller creuser avec un organisme d'accompagnement comme l'ADI ou comme Actionnel ou comme n'importe quel autre que vous pourrez trouver. Du coup, par où commencer? Tout à l'heure, vous étiez pas mal à être en début de projet. Il va falloir premièrement s'organiser, c'est-à-dire choisir votre statut juridique. On parle souvent de la micro-entreprise, c'est bien, mais si une de nos ambassadrices chez Actionnel qui s'appelle Bertha et qui est spécialiste financière était là, elle vous dirait l'objectif de votre vie ne devrait pas être d'être en micro-entreprise parce que c'est bien pour tester une idée, c'est bien pour se lancer, mais ça ne peut pas être un statut pérenne à long terme parce qu'il n'est pas suffisamment stable et rémunérateur pour vous. Donc, il faut se poser la question de quel statut vous allez choisir pour votre lancement et quel statut vous allez choisir par la suite. Pensez à votre protection sociale, pensez à votre croissance. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vouloir embaucher des collaborateurs, etc., etc. Donc, tout ça, il faut se poser les bonnes questions et bien sûr, se faire accompagner, soit par des professionnels, des avocats, des juristes, ou alors par des structures qui sont là pour vous orienter dans vos choix. Quand on parle de partenaires, on parlait d'expert comptable tout à l'heure. Un expert comptable, dans certains cas, ça peut être une obligation légale. Et même quand ce n'est pas une obligation légale, ça peut être intéressant d'aller d'en voir un pour savoir quelles sont vos obligations et comment s'organiser. Ça peut être également un avocat, on le disait tout à l'heure. Ça peut être des fournisseurs avec qui vous voulez tisser des liens plus étroits. Ça peut être quelqu'un qui fait à peu près la même chose que vous, mais pas tout à fait, avec qui vous voudriez vous associer, faire une espèce de synergie business pour offrir des offres packagées à votre clientèle. Ça peut être des salariés, parce que vos salariés sont également vos partenaires. Donc, tout ce genre de questions, on se les pose au moment de la structuration pour pouvoir envisager toutes les possibilités et ne pas se retrouver bloqué par la suite. Je parlais des statuts tout à l'heure. Bien sûr que rien n'est gravé dans le marbre et que vous allez pouvoir changer de statut en cours de route, mais c'est long, c'est compliqué, ça coûte des sous. Donc, autant prévoir toutes les possibilités dès le départ et ne pas faire les choses trop vite. Il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte qu'ils ont un client qui veulent facturer tout de suite, vont s'immatriculer
et puis réaliser après que voilà, ils n'ont pas choisi le bon statut, que leur prévisionnel financier est pas carré, qu'il va falloir qu'ils refassent leur étude de marché. Donc oui, on peut s'immatriculer rapidement pour répondre à une demande et être en mesure de facturer, mais il faut pas pour autant zapper toutes ces questions légales qu'il faut se poser pour avoir une structure solide. Et enfin, quelles compétences clés je dois mobiliser? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez tous une expertise, c'est pour ça que vous voulez devenir chef d'entreprise. Quelle que soit votre expertise, vous savez faire des gâteaux, vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes community manager, que sais-je. Ça, c'est votre expertise et on ne va pas y toucher. Mais pour autant, quand vous devenez chef d'entreprise, vous allez devoir enfiler tout un tas d'autres casquettes qui nécessitent des compétences. Et ces compétences-là, ça s'apprend, comme par exemple la prospection commerciale, comme par exemple la communication, comme par exemple le pilotage financier. C'est ce que je disais tout à l'heure, on disait ça avec Elisa. Il est super important de ne pas déléguer ces postes stratégiques. Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner. Bien sûr, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire à votre place, mais payer quelqu'un pour le faire à votre place, ça ne veut pas forcément dire fermer les yeux et ne pas s'occuper de ce que vous avez dans vos tableaux de suivi financier, parce que même si c'est quelqu'un qui les remplit à votre place, il est super important de comprendre où est-ce que vous allez, parce que vous êtes le pilote de votre entreprise et personne d'autre va pouvoir prendre des décisions stratégiques. Donc, c'est super important de pouvoir mettre les mains dans le cambouis là-dessus. Il y a Dina qui dit déléguer la compta, remerciez-moi plus tard. Oui, certes. De toute façon, vous êtes obligé de déléguer la compta quand vous avez une entreprise parce qu'il vous faut un expert comptable pour valider vos liasses fiscales. Je vais y arriver. Toutefois, je vous conseille vivement de savoir ce qu'il y a dans vos tableaux, parce que même si votre expert comptable les remplit, si vous ne pouvez pas expliquer vos chiffres, notamment aux banquiers qui vont vous prêter de l'argent, vous ne pourrez pas piloter votre activité et vous ne pourrez pas obtenir de financement. Sabrina, tu veux nous dire un mot sur les objectifs et les outils? Comment on fait pour être sûr de ne pas aller dans le mur? Oui. Je vais juste rebondir sur la remarque que tu viens de faire, Anne, je me permets. Je le vois régulièrement avec les chefs d'entreprise que j'accompagne. Déléguer sa compta, comme tu l'as dit, de toute façon, à un moment, on n'a pas le choix d'avoir un expert comptable. Sauf que si vous attendez, même si vous n'envisagez pas de demander plus tard des financements, si vous attendez le moment du bilan pour mesurer la santé financière de votre entreprise, parce que la compta et le pilotage financier, c'est ça, c'est des indicateurs sur la bonne santé de votre entreprise. Si vous attendez d'avoir le bilan annuel, très concrètement, et je vais dire les choses telles qu'elles sont, vous pilotez à vue. C'est indispensable, avant de déléguer, de comprendre les objectifs que vous fixez, de comprendre comment fonctionnent vos charges, vos coûts, les rémunérations de vos salariés si vous en avez. C'est important de comprendre, simplement de comprendre. Et une fois que vous avez compris, vous pouvez déléguer parce que vous pourrez, vous, de votre côté, piloter au mois, au trimestre, au semestre, à l'année, efficacement. Et je peux vous garantir que moi, je vois des chefs d'entreprise qui attendent le bilan et qui ont des très mauvaises surprises parfois au moment du bilan en pensant bien gérer. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Je me suis permise, Anne, mais c'est vraiment très, très important. Et pour ça, si aujourd'hui vous ne le comprenez pas, effectivement, il y a des dispositifs comme ceux qui sont proposés par Actionnel pour comprendre comment fonctionne l'articulation de la gestion financière d'une entreprise. Tu as bien fait de préciser, et effectivement, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui disent oui, mais quand on est en micro, on n'a pas besoin de comptable. Effectivement, on n'en a pas besoin, ce n'est pas une obligation légale, mais il faut absolument savoir où est-ce qu'on va. Revenons à nos objectifs. Je prends juste une petite remarque de Iliana qui dit « Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour se rémunérer à notre juste valeur ?» Il me semble que c'est ce qu'on est en train d'expliquer depuis quelque temps. On est là pour vous donner les clés
pour définir votre juste valeur et l'atteindre. Donc, la première clé, c'était définir sa proposition de valeur. On est en plein dans la structuration et on parlera de prospection commerciale en troisième partie. Et si vous suivez, si votre proposition de valeur est bien définie, si vous êtes bien structuré et si vous suivez nos conseils de prospection commerciale, c'est comme ça que vous allez atteindre votre juste valeur. Voilà, petit rappel du plan et de là où nous sommes. Sabrina, je te laisse la parole. Donc effectivement, deuxième pilier, c'est se fixer des objectifs SMART. Donc ça va avec ce que je disais juste avant. Donc pour se fixer les bons objectifs, il faut savoir quels sont, où est-ce qu'on veut emmener son entreprise, quel est le chiffre d'affaires que je veux atteindre, combien de clients je veux avoir, quel est le développement que j'envisage pour mon entreprise. Donc SMART, c'est encore un acronyme. Si jamais vous avez besoin, j'ai vu que Lise avait mis l'acronyme de Pestel, donc je pense qu'elle fera pareil pour SMART. Donc SMART, en fait, c'est strength. Donc en fait, c'est fort, c'est fort en anglais, mesurable, atteignable. Anne, aide-moi pour le R, smart, atteignable. Réaliste. Réaliste et temporel. Donc qu'il soit fixé voilà, dans le temps, c'est-à-dire de vous dire, bah, moi je veux atteindre tel objectif, ok, mais dans combien de temps? Donc effectivement, et le S, pardon, c'était spécifique. Je me suis mélangé les pinceaux avec autre chose, hein, donc c'est spécifique. Lise, au secours dans le chat, mets bien le bon acronyme. Donc spécifique, il faut qu'il soit, voilà, c'est pas je veux atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est je veux atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires avec telle offre ou tel produit, sous tel délai. Il faut que ce soit aussi réalisable par rapport aux ressources que vous disposez, ressources matérielles, ressources humaines, ressources en termes de temps, le temps que vous disposez à allouer à votre entreprise. Il faut qu'il soit donc bien réaliste, atteignable, etc. Donc là, c'est aussi le business plan qui va vous faciliter la fixation de ces objectifs. Quand vous aurez votre business plan et comment financièrement votre activité est structurée, vous pourrez vous dire, bon, bah, à court terme, par exemple, sur le prochain trimestre ou les 2 prochains trimestres, donc le semestre, voilà ce que j'ai besoin d'atteindre pour pouvoir être rentable et on le verra après. À moyen terme, voilà où est-ce que je veux emmener mon entreprise, le chiffre d'affaires que je veux atteindre, le nombre de clients que je veux accompagner. Et ensuite, à plus long terme. Donc ça, ces objectifs-là, c'est important de vous les fixer et le business plan que vous aurez travaillé vous y aidera. Ensuite, effectivement, c'est s'équiper en termes d'outils. Et là, encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher ni trop compliqué, ni plein d'outils payants. Aujourd'hui, il existe des tas d'outils qui sont accessibles en version gratuite et qui sont déjà très faciles à prendre en main. Pour ce qui est des prestataires de services, effectivement, la gestion du temps, comme vous vendez principalement votre temps, il est important de bien le gérer. Vous avez des outils comme Clockify ou Toggle qui vous permettent de gérer le temps que vous allez allouer à chaque mission pour vous assurer à chaque fois de bien être rentable. Vous allez avoir aussi des outils de gestion de projet pour pouvoir suivre vos différentes missions et dans chaque mission, les différents projets clients. Pour ça, vous avez, alors je vais citer Trello, vous avez Asana, vous avez Notion, qui est très bien aussi. Et ça, pareil, c'est un petit peu selon ce que vous souhaitez et ils sont tous accessibles déjà en version gratuite. Et ensuite, un outil de facturation. Et là, petit disclaimer, en 2026, il va y avoir une réforme qui va être appliquée de la facturation électronique. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont prévues dans la réforme, mais vous serez dans l'obligation de recevoir et d'émettre des factures sous un format électronique bien spécifique. Pas de facture sous Word, pas de facture sur Excel, pas de petits carnets factures papier, ce sera des factures électroniques. Moi, je vous invite, si vous êtes déjà en activité que vous n'en avez pas, ou si vous êtes dans le cadre d'un projet que vous êtes en train de créer, d'envisager vraiment l'équipement par un outil de facturation. Vous en avez plusieurs qui sont accessibles en gratuit ou après en version plus poussée payante. À titre personnel, moi, j'utilise Time, mais vous avez Abby, vous avez Henry, vous en avez voilà, des dizaines qui sont tous aussi compétents. Trouvez celui qui vous fonctionne, mais quoi qu'il arrive, parlait tout à l'heure de Conto.
On parlait tout à l'heure de Conto Conto aussi, dans le oui. voilà, Conto à la base c'est une banque, une banque en ligne, mais effectivement qui propose également des outils pour Indie. les devis, et Indie aussi. Voilà, je vois dans le chat. Ouais, qui propose également des outils pour des devis et pour la facturation électronique. Et tu as bien fait de le préciser parce que ça va devenir obligatoire pour tout le monde, même pour les micros. Alors, juste une précision parce que je vois un petit commentaire de Anne-Marie. Donc, Time n'impose pas forcément. Alors après, tous les outils fonctionnent de la même manière. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un expert comptable pour utiliser un logiciel de facturation. Moi, quand je me suis lancée, j'étais en micro-entreprise et j'avais des outils de facturation qui n'étaient pas forcément à laquelle il n'y avait pas forcément un expert comptable associé. Et Time, En fait, c'est dans c'est dans leurs offres. Ils ont plusieurs paliers d'offres chez Oui, Time. voilà. Et le plus accessible, c'est effectivement juste l'outil. Mais vous avez des options supplémentaires si vous voulez, par exemple, utiliser un expert comptable. Mais l'outil s'utilise sans expert comptable. Tu as tout à fait raison. Absolument. Absolument. Donc, slide suivante, voilà, c'est ça bon. Voilà, parfait. On va parler du financement. Oui, vas-y, je te laisse commencer. Donc, effectivement, pour pouvoir envisager vos options de financement, donc là encore, il y a des activités qui vont demander des investissements financiers mineurs. Vous pourrez presque vous lancer comme ça, avec peut-être juste un ordinateur et un logiciel. Mais il y a d'autres activités, effectivement, qui vont demander des investissements peut-être plus importants, notamment si vous allez avoir des locaux, de l'équipement matériel important ou même des salariés dès le départ. Donc, le business plan, encore une fois, et vous voyez au fur et à mesure vraiment son importance de bien le travailler, c'est déjà votre business plan qui va vous permettre de savoir de quel investissement vous allez avoir besoin pour pouvoir créer votre activité, pour pouvoir bien la faire tourner. Ensuite, c'est de mesurer vos dépenses mensuelles. Et là, je vais aller un petit peu plus loin sur la notion de temps facturable et non facturable. Il y a un biais qui est très fréquent, et d'ailleurs qu'on soit dans la prestation de service ou pas, on se dit, moi, je peux travailler 5 jours par semaine, ou je suis OK pour travailler 5 jours par semaine. Donc, ça va me faire à peu près 20 jours par mois. Si j'ai une boutique, je pourrais l'ouvrir 20 jours. Si je suis en prestation de service, je pourrais facturer 20 jours. Et je vais calculer, du coup, mon futur chiffre d'affaires par rapport à ça. Non. Parce que dans le temps que vous allez pouvoir allouer à votre entreprise, vous allez devoir défalquer de ce temps du temps indispensable, mais qui sera non facturable. Le temps que vous allez allouer à la gestion administrative, le temps que vous allez allouer peut-être à la prospection, le temps que vous allez allouer à la communication, si vous créez du contenu sur le web, etc. Il y a forcément une petite partie de votre temps, petite plus ou moins, qui doit être allouée à la gestion de votre entreprise et qui ne représente pas du temps que vous allez pouvoir facturer. Et ça, c'est important aussi de bien l'identifier et de vous dire, sur la semaine, j'ai 5 jours, moi je suis OK pour travailler 5 jours, mais sur cette semaine, sur une semaine, j'ai besoin d'une demi-journée, d'un jour, peu importe, pour pouvoir gérer mon entreprise. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à travailler les soirs, les week-ends, et on sait ce que ça peut donner de travailler à outrance. Donc vraiment, bien identifier effectivement vos différentes charges, vos différents coûts personnels, professionnels, mais aussi de bien mesurer le temps que vous allez pouvoir allouer à votre activité. Et du coup, on est là donc pour parler de rémunération. Et tu as bien fait de le préciser, Sabrina. Donc, les charges pro et perso, le but du jeu avec votre activité, que vous l'ayez lancée ou que vous soyez sur le point de la lancer, c'est quand même de vous verser un salaire. Parce que même si vous êtes passionné par votre travail, même si vous avez peut-être des aides de France Travail qui sont là pour vous soutenir, l'objectif est vraiment de se rémunérer. On voyait passer des questions dans le chat tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fixe ces prix? C'est également en fonction de ce qu'on veut gagner. Donc, je rejoins Sabrina, bien prendre en compte le temps facturable, enlever tout ce qui est prospection commerciale, administrative, etc.,
comment on fait pour définir ce temps-là? On le définit à l'usage. On se réserve du temps par mois pour faire de la prospection, on se réserve du temps par mois pour faire de l'administratif et on regarde ce qui reste pour être réellement en prospection. Et pour tout ça, il vous faudra forcément du financement. Souvent, j'entends des personnes qui se lancent et qui disent « Moi, je fais de la prestation de service, je suis toute seule chez moi avec mon ordinateur, je n'ai pas besoin de financement. » On a tous besoin de financement pour commencer. Vous allez devoir peut-être payer un site internet, vous allez devoir payer des frais d'immatriculation, vous allez devoir vous verser, avoir des déplacements pour aller voir des clients, etc., etc. Il vous faut forcément un peu de financement pour commencer. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce financement? Le plus important, c'est un peu comme quand on achète un appartement, ça va être votre apport personnel. On ne peut pas se passer d'apport personnel. Moi, j'ai rencontré un banquier quand je voulais financer mon entreprise qui me disait « mais madame, si vous ne croyez pas vous-même en votre projet, comment voulez-vous que moi j'y croie ?» C'est-à-dire que l'apport personnel, l'argent que vous allez amener, c'est un petit peu votre caution, c'est le fait que vous croyez suffisamment en votre projet pour pouvoir investir dessus. L'idée, c'est de vraiment récupérer cet argent par la suite, mais il va falloir quand même que vous investissiez sur vous-même au démarrage. C'est pour ça que parfois, on n'a pas beaucoup d'apport personnel, mais pour faire levier sur cet apport personnel, on peut penser au microcrédit, au prêt à taux zéro que peut proposer l'ADI ou que peuvent proposer d'autres structures comme le réseau Initiative qui est là, ou le réseau Entreprendre avec qui on travaille, qui est là pour vous proposer des prêts à taux zéro personnels pour venir faire levier sur cet apport et pouvoir présenter un apport plus gros aux banquiers. La Love Money, c'est ce que on appelle aussi c'est l'argent que va pouvoir vous prêter ou vous donner votre entourage, vos amis. Ça peut être des précommandes si vous vendez des produits, tous les copains et les copines qui vont pouvoir vous précommander des choses. Ça vous fait un petit pécule pour démarrer. Le microcrédit, c'est ce que fait l'ADI. Les crowdfunding sont devenus très célèbres maintenant. Tous les KissBankBank et les autres Ulule qui peuvent vous permettre d'avoir un pécule pour démarrer. Et on oublie souvent les concours. Il y en a énormément. Actionnel Alcien, il me semble que l'ADI Alcien, les trophées PME ont les leurs. Il y a tout un tas de concours quand vous avez une idée un peu innovante, mais pas forcément très innovante. Il y a énormément de concours auxquels vous pouvez participer et en général, les dotations se font en espèces sonnantes et trébuchantes. Une fois que vous avez monté un dossier, de toute façon, c'est tous les mêmes. Donc, n'hésitez pas à faire vraiment le tour de tous les concours. Ça vous entraînera à pitcher. Ça vous permettra de challenger vos idées et d'avancer comme ça. Et enfin, en dernier, il y a les prêts bancaires auprès d'établissements reconnus. C'est accessible si votre dossier est solide, si vous avez bien fait votre étude de marché, si vous avez bien suivi votre structuration, il n'y a pas de raison que vous n'obteniez pas des financements là-dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est votre rémunération. Vous seul êtes en mesure de savoir combien vous avez besoin pour vivre. Ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de tout un tas de choses. Donc, fixez-vous votre minimum vital dans votre rémunération et ensuite ajoutez vos charges, ajoutez vos produits, ajoutez, etc. Ça vous donnera vos tarifs globaux. Encore une fois, comment fixer ces tarifs? C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir obtenir en un webinaire de 1 heure. Nous, on a des formations entières sur comment se fixer ces tarifs et ça dépend de tellement de choses que vous êtes les seuls à pouvoir vraiment les fixer. Et Lisa, par exemple, toi, quand tu as commencé ton activité il y a quelques mois maintenant, quelle a été la gymnastique intellectuelle que tu as eue pour fixer tes tarifs? C'est une bonne question. Déjà, le benchmark m'a aidé aussi à voir quels étaient les tarifs de mes concurrents.
J'ai aussi, au-delà du benchmark, échangé. J'ai beaucoup fait d'enquêtes métiers, échangé avec mes potentiels concurrents directs, indirects, mais ne serait-ce que pour aussi comprendre quel était un peu leur raisonnement. Et ça a été, une fois ça, de créer donc mes offres, donc, que je veux différentes par rapport à ma concurrence. Et je me suis pris un échantillon. Je suis allée voir mon entourage. Hein. J'ai pris un échantillon de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par mes accompagnements pour dire, voilà, je propose tel type d'offre, à quoi ça te fait penser, est-ce que tu serais capable de financer de payer ce genre d'accompagnement pour tel type de résultat. Et ça m'a permis d'ajuster ou non mes tarifs. Mais ça a été aussi, parce qu'on recherche tous le gratuit ou le moins cher, ça a été de dire en deçà duquel, par rapport au temps, parce que moi je suis sur du service, donc je n'ai pas forcément un produit qui m'aide à déterminer ma marge, au-delà du temps sur lesquels je ne serais pas OK de descendre. C'est-à-dire que mon temps vaut de l'argent aussi. J'ai défini mes prix grâce à ces 2 critères-là. Maintenant, où est-ce que je vais mettre comment ça s'appelle, pas la barrière, mais en tout cas la limite. Je vois dans le chat Nat qui nous dit quand on commence, on propose souvent un prix bas. C'est vrai qu'on pourrait être tenté de faire ça pour attirer plus de clients, mais c'est vraiment la fausse bonne idée parce que déjà ça vous dévalorise, c'est déprimant et puis en plus c'est pas rendre service ni à vos clients ni à vous-même parce qu'à un moment donné il va falloir parler de rentabilité et avec des prix bas vous ne serez pas rentable. Idem pour le prix d'appel. Pourquoi pas avoir un produit d'appel, ça peut être un freemium, ça peut être un webinaire si vous êtes en prestation de service, etc. Pour vous faire connaître, mais tout dépend ce qu'on met en prix d'appel et il faut que ça reste justement un produit d'appel qui attire vers une offre plus rentable par derrière. Justement, rentabilité, comment y voir plus clair? Sabrina, tu veux y aller ou j'y vais? Vas-y. Non, je vais y aller et ça me permettra de rebondir à une remarque ou une question que j'ai vue plusieurs fois passer dans le chat. Alors effectivement, Anne, tu l'as dit, il n'y a pas une seule manière de fixer ses tarifs. Ça dépend de tellement d'éléments et notamment de sa situation personnelle qu'on ne peut pas avoir une seule méthodologie, une seule façon de bien fixer ses tarifs. Il y a besoin effectivement de se faire accompagner par des professionnels. Il y a quand même des clés de base. Le premier point, et Anne aussi et Elisa, vous l'avez dit, c'est déjà de prendre vos charges qui sont incompressibles. Je vais essayer de schématiser ça pour que ce soit le plus clair possible. C'est vos impôts, vos charges sociales. Ça, ils viendront les chercher à la source, quoi qu'il arrive. Donc déjà, c'est prendre ça sur l'année, combien vous devez allouer pour ces charges-là, charges sociales, la cotisation foncière des entreprises, la fameuse CFE, votre impôt sur les sociétés ou personnels, ça, vous allez le mettre dans un bloc. Ensuite, vous allez prendre vos différents coûts, vos différentes charges mensuelles, vos frais de fonctionnement. C'est les outils, c'est les déplacements, c'est votre communication, c'est les salaires, c'est l'achat de stock, tous ces frais-là qui sont nécessaires pour faire tourner votre entreprise et pour pouvoir vendre vos services. Ça, vous allez les mettre dans un bloc et vous comprenez bien que votre activité soit celle d'un architecte d'intérieur ou de quelqu'un qui fait de la pâtisserie, ça ne peut pas être la même chose. Mais en tout cas, c'est prendre ces coûts-là et les mettre dans un bloc. Ensuite, vous allez identifier le temps qu'il va vous falloir au mois, à l'année, pour pouvoir faire de l'administratif sur votre entreprise, communiquer, faire de la prospection commerciale, etc. Vous allez aussi identifier le nombre de congés que vous souhaitez à l'année, donc le nombre de jours où votre entreprise sera fermée. Vous allez les mettre dans un bloc. Ça aussi, vous allez les déduire. Au final, il va vous rester un nombre de jours travaillables sur l'année. Il y a 365 jours dans l'année. Quand on défalque tous ces frais et quand on défalque les jours de congé, les jours dédiés à l'administratif, etc., il va nous rester peut-être que 250 jours. On va venir, dans ces 250 jours-là, aller chercher notre objectif de rémunération.
combien est-ce que je veux me rémunérer tous les mois. Donc, pour pouvoir y arriver, on va aller découper ce chiffre en termes de jours travaillés au mois et on va se dire, si je veux me rémunérer tant par mois, il faut du coup que je travaille tant de jours par mois. Ensuite, on va venir, donc ça va nous donner un calcul financier. On va venir y ajouter les charges incompressibles, les coûts, etc. Au final, en faisant tout ce calcul-là, et vous voyez bien qu'il est beaucoup plus complexe dans les faits que ce que je peux vous présenter là est beaucoup plus précis en fonction de votre situation professionnelle et personnelle, vous allez avoir potentiellement un TJM, un tarif journalier minimum. Ça va être votre seuil de rentabilité. Vous allez vous dire, chaque jour alloué à mon entreprise, je dois la facturer ou elle doit me rapporter tant de chiffre d'affaires. C'est ça, finalement, qui va vous permettre derrière d'aller déterminer vos tarifs, d'aller déterminer vos objectifs aussi financiers et de pouvoir vous dire, moi, je pourrais me rémunérer à partir du moment où je ferai tel chiffre d'affaires. J'espère avoir été claire et j'espère avoir essayé de vulgariser, sachant qu'on ne peut pas personnaliser. Je le répète parce que je l'ai vu plusieurs fois dans le chat. C'est pas possible de personnaliser, encore moins sur une heure de webinaire. Mais c'est vraiment toute cette articulation-là, donc de chercher son seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires minimum à faire. Moi, je vous recommande d'aller le creuser par mois, par an idéalement, mais par mois aussi. Ça va vous permettre de savoir les objectifs que vous allez devoir fixer pour pouvoir derrière vous assurer une rémunération et donc comment vous allez pouvoir fixer vos tarifs. Il y a effectivement votre minimum que vous devez aller chercher, votre seuil de rentabilité, et après on l'a vu aussi dans l'étude de marché, c'est aussi comment se positionne, quels sont les prix pratiqués sur votre marché, quel est le prix que votre cible est prête à allouer, quel est le prix déjà pratiqué par vos concurrents. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'éléments qui permettent de faire cette facturation. Et ce n'est pas quelque chose d'aussi simple comme un calcul, une simple addition ou une simple multiplication. D'où l'intérêt vraiment de vous faire accompagner sur cette étape-là. Je te propose qu'on avance un peu, Sabrina, parce qu'il nous reste 10 petites minutes pour parler de la prospection commerciale. Et je sais que c'est un sujet qui titille beaucoup de gens. On l'a vu passer dans le chat, comment trouver des clients, comment aller démarcher ses clients, comment se vendre. Donc, du coup, on avance un petit peu plus rapidement pour ne pas vous frustrer et pouvoir apporter ce dernier point très important. Moi, je l'entends souvent, c'est que les porteuses de projets ou les jeunes chefs d'entreprise qui viennent nous voir nous disent « Oh là là, moi, la prospection commerciale, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, j'ai pas envie de vendre des tapis. » Ou alors « Oh bah non, moi, la prospection commerciale, de toute façon, j'ai fait une formation sur les réseaux sociaux, je suis devenue la reine d'Insta, donc je vais poster et les clients vont venir tout seuls. » C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et du coup, nous, on a un certain nombre de choses qu'on voulait vous transmettre et des choses qu'on aurait bien aimé qu'on nous dise quand on a démarré. Je te laisse nous partager tes bonnes pratiques, Sabrina. Donc, effectivement, les bonnes questions à se poser, donc on les a vues un petit peu au préalable. C'est à qui je m'adresse. Bien connaître sa cible, c'est aussi bien communiquer avec elle. C'est quand et comment je communique sur mon projet, sur quel canal. C'est-à-dire que si votre cible, elle est principalement, je vous donne un exemple, sur Facebook, il n'y a peut-être pas grand intérêt à aller communiquer sur Instagram. Essayez, et l'étude de marché va vous aider là aussi, de voir quelles sont les pratiques, les comportements d'achat de votre cible pour aller lui communiquer et là, aller à sa rencontre au bon endroit. Ensuite, c'est effectivement les retours qu'on va chercher quand on va pouvoir prospecter. C'est de pouvoir se dire les retours qu'on va pouvoir avoir sur son offre, les objections qui vont se présenter. Les objections qu'on va vous présenter, ne les prenez pas comme des difficultés. Un non n'est jamais d'ailleurs un non définitif. Ça vous permet à chaque fois d'améliorer aussi votre discours. Si vous avez une objection qui revient souvent, que ce soit sur le prix ou sur votre offre qu'on n'aurait pas compris, ça peut peut-être vouloir dire qu'il faut que vous améliorez ce point-là en termes de communication et de prospection.
Donc, les retours aussi, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre pratique commerciale, votre pratique de prospection commerciale. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, effectivement, commencer par son réseau proche, tester son discours, tester son pitch. Est-ce que les gens comprennent ce que je propose? Est-ce que les gens comprennent ma proposition de valeur? C'est ensuite aller se confronter directement aussi à sa cible, comme on a pu le faire via l'étude de marché. C'est qu'est-ce que je peux vous donner encore comme autre levier sur la prospection commerciale? Surtout, ne voyez pas la prospection commerciale comme de la vente. Prospecter, ce n'est pas encore vendre. Prospecter, d'ailleurs, la bonne définition, c'est de créer du contact avec des potentiels clients. Et ça, souvent, un des premiers freins quand on imagine la prospection, et tu en as parlé, Anne, c'est cette peur de devoir vendre à l'inconnu. Or, prospecter, c'est vraiment nouer un premier contact, entamer la discussion, être certain de s'adresser à la bonne personne, comprendre le besoin ou l'objectif à atteindre, et ensuite de proposer son produit ou son offre. Quelle a été ta stratégie, toi, de prospection commerciale, Elisa, au moment de ton lancement? Moi, déjà dans le recrutement, je suis très LinkedIn. Donc, il y a eu cet outil. Ça a été de comprendre aussi qui était ma cible. Donc, la construction du persona a été très importante parce que derrière, il va y avoir forcément la tranche d'âge idéale que je voudrais toucher. Et la tranche d'âge va déterminer le réseau social ou les réseaux sociaux sur lesquels je vais pouvoir interagir. LinkedIn reste et touche une grande partie de la population, même si elle interagit beaucoup plus facilement avec les trentenaires et au-dessus. Les populations un peu plus jeunes regardent sur LinkedIn, mais ne sont pas encore très à l'aise sur l'outil. Et après, une fois que j'avais déterminé mon public cible, ça a été de me dire, OK, moi aujourd'hui, je suis sur LinkedIn et Instagram. Je me suis lancée il n'y a pas très longtemps sur Insta. On n'approche pas sa cible de la même façon en fonction du réseau social. On ne transforme pas de la même façon non plus. TikTok est encore une autre façon de faire. Et on ne répète pas, du coup, les mêmes choses qu'on va dire sur un réseau social et sur un autre réseau social. Donc, ça a été de me dire, OK, ma stratégie sur Instagram, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Quel va être l'objectif final? Et pareil sur LinkedIn. Alors, là, effectivement, je vois passer dans le chat c'est du travail de poster sur les réseaux et on Oui. parle beaucoup des réseaux, on parle de LinkedIn, on parle d'Insta. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que c'est pas du travail. Bien sûr que c'est du travail. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui en 2025. Moi, ça serait une erreur de penser que ça va être suffisant pour créer du lien. On peut bien sûr s'en servir pour établir un premier contact, comme le mail ou comme le téléphone, mais derrière, il va falloir vraiment tisser du lien, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sabrina. Prospecter, c'est vraiment créer du lien avec sa cible et comprendre réellement quel est son besoin. Si on doit boucler avec la proposition de valeur, qui est la première clé dont on parlait tout à l'heure, quand on prospecte, on vend réellement une solution à un problème, parce que il faut d'abord avoir identifié le problème et aller parler à son client de ce qui l'empêche de dormir et lui proposer une solution clé en main qui est adaptée à lui. Et sur les réseaux, ça va vous permettre d'avoir de la visibilité, mais c'est pas là où vous allez vraiment pouvoir entrer en négociation. Tu es d'accord, Sabrina ? Complètement. En fait, c'est les réseaux sociaux, ça vous permet peut-être déjà d'asseoir quelque part votre expertise, de la démontrer, d'asseoir votre crédibilité, de développer aussi votre réseau et potentiellement d'atteindre votre cible. Mais c'est pas un levier de conversion immédiat. Après, la prospection, de toute façon, il y a de multiples canaux et certains vont être plus pertinents que d'autres en fonction de votre activité. Il y a effectivement la prospection téléphonique, il y a la prospection en physique à travers des événements, il y a la prospection via les réseaux sociaux, il y a la prospection via l'emailing, marketing aussi. Enfin, il y a autant de modalités d'aller à la rencontre de sa cible.
que d'offres, que d'entreprises, etc. L'essentiel, c'est et encore une fois, hein, c'est tout un parcours et on l'a répété à plusieurs reprises, c'est votre étude de marché, c'est aussi votre proposition de valeur, votre structuration, votre secteur d'activité qui va vous permettre de définir quel est le meilleur canal de prospection pour vous, pour votre activité et pour, in fine, atteindre votre cible. Et moi, j'ai envie de vous dire que la prospection, ça commence dès votre étude de marché. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé votre activité et qui sont en plein dans cette étude, justement, c'est en allant faire votre étude de marché sur le terrain que vous allez pouvoir trouver vos premiers prospects, vous faire votre premier carnet d'adresses. Et c'est pourquoi nous, les femmes chefs d'entreprise qu'on accompagne, bien sûr, on va passer par des questionnaires en ligne parce que c'est intéressant d'avoir beaucoup de réponses d'un seul coup, etc. Mais on va aussi vous encourager à faire des enquêtes terrain parce que c'est en allant rencontrer qui sont réellement vos futurs clients physiques que vous allez vraiment pouvoir toucher du doigt quel est leur problème et qu'ensuite, vous allez pouvoir les recontacter pour vraiment leur faire passer vos offres et ajuster vos offres. Donc, c'est pour ça que quand on fait une étude de marché, c'est long, c'est pénible, mais c'est tout sauf de la perte de temps parce que non seulement ça va vous aider à affiner votre offre et votre proposition de valeur, mais en plus, ça va vous servir de base pour votre futur fichier client. Elisa, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui à J plus 3-4 mois après ta création que tu aurais aimé faire différemment dans ton lancement? Oula, je n'étais pas prête à celle-là. Non, je ne pense pas parce que je suis quelqu'un d'assez réfléchi, peut-être même un peu trop. C'est souvent quelque chose qu'on m'a beaucoup dit chez Actionnel aussi. C'est bien de réfléchir, mais c'est bien de se lancer aussi. Donc, je ne pense pas que j'aurais fait différemment. Peut-être que moi, mon projet, il est né… Enfin, tout s'est un peu enchaîné assez vite. J'ai eu mon projet, j'ai eu l'opportunité aussi de partir de mon travail, de lancer l'accompagnement avec Actionnel, etc., etc. Ça aurait été peut-être d'anticiper une trésorerie, peut-être là-dessus. Je pense que c'est bien de maturer le projet un peu avant et quand on se dit qu'on est en réflexion de création d'entreprise, de regarder le maximum de trésorerie qu'on peut mettre de côté. C'est peut-être ça que j'aurais peut-être fait différemment. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. Merci aussi Sabrina de nous avoir partagé tous ces bons conseils. On est presque à l'heure. Donc, c'est une belle réussite. Je pense qu'on peut s'applaudir. En résumé, la rémunération, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui va vous permettre de manger à la fin du mois et pour pouvoir avoir une activité rentable et non pas seulement une activité plaisir. Nous, on vous encourage à faire vos devoirs correctement avant le lancement, c'est-à-dire à faire votre étude de marché, à trouver votre vraie proposition de valeur, à définir votre cible, votre offre, à vous structurer de manière professionnelle et à aller prospecter pareil, en allant gratter et en allant vraiment répondre aux besoins de votre cible et en re-questionnant votre offre si besoin. Voilà les conseils qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours là pour répondre à vos questions. Merci encore Anne, Elisa et Sabrina. Merci pour votre intervention. Il y a eu beaucoup de questions, mais on a pu, j'espère, répondre à tout le monde. Après ce webinaire-là, comme j'ai dit dans le chat, vous allez recevoir un email avec le replay et peut-être que je vais mettre le questionnaire de Lise de satisfaction de ce webinaire. Et les webinaires de l'ADI continuent jusqu'à la fin de cette semaine et aussi partout en France, que ce soit en présentiel comme à distanciel. Il y a des ateliers, il y a des événements partout en France. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée, bon appétit. Il est presque midi. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.